Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Tout d'abord un grand merci. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis 2-3 vidéos. Là, c'est un véritable raz-de-marée. On approche bientôt les 5000 abonnés. Ce qui n'est pas rien. Car quand j'ai commencé la chaîne en 2018, je n'espérais vraiment pas en atteindre autant. Pour aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu justement sur ces deux vidéos qui sont sorties récemment, celle notamment qui parle de l'escrime et des épées, où ça a suscité beaucoup de réactions très intéressantes, très constructives et d'autres un peu moins. Et parmi les réactions constructives, j'ai par exemple ce commentaire. L'épée bâtarde. C'est littéralement un cliché donjon et dragon. Le cliché escrime de taille, escrime de pointe, appliqué à l'escrime med et à l'épée longue. On l'entend depuis plus de 30 ans chez les maîtres d'armes. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans que l'on sait que cette approche de l'escrime médiévale n'est pas valable. De fait, la question se pose, mais est-ce que vraiment, est-ce que je dis de la merde? Mais mon Dieu, dirais-je de la merde? Eh bien, c'est ce que nous allons voir immédiatement après le générique. Je pense que vous allez bien aimer. Alors, bien évidemment, il faut regarder la vidéo en entier avant de commenter, sinon ça ne sert à rien. Allez, à tout de suite. Bien, alors pour commencer, mon idée principale est déjà de savoir si est-ce que le terme d'épée bâtarde existe avant l'invention de Donjons et Dragons. Donc bien, pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller voir sur le site Gallica, dont vous aurez le lien dans la description de cette vidéo bien évidemment, un site qui répertorie tous les ouvrages qui ont été numérisés et qui peuvent remonter vraiment très très loin, hein, on peut remonter jusqu'au 16e, voire même 15e siècle, que ce soit des manuscrits ou des livres imprimés. Et disons que c'est quand même un outil de travail assez intéressant pour les personnes qui aiment bien travailler à partir de sources. C'est-à-dire que l'idée c'est s'appuyer sur des faits écrits du temps des contemporains pour savoir quand même comment ça se passait un peu à l'époque. C'est un petit peu la base un peu pour comprendre l'histoire, quoi. On va dire que c'est un outil, voilà, ça aide un peu, quoi. Voilà. Et donc on va commencer par la première source, qui est donc le dictionnaire étymologique de la langue française. Alors celui-là est édité en 1750, l'auteur c'est Gilles Ménage. Apparemment c'est une réédition, une reproduction, une réédition. Donc vous pouvez tout voir sur l'image de la vidéo. Et nous allons lire un petit peu le passage qui nous intéresse à propos de l'épée bâtarde, parce que il y a quelque chose dedans. Épée bâtarde, Rabelais, dans livre 3, chapitre 25. Panurge lui donna une robe de peau de loup, une grande épée bastarde, bien dorée, à fourreau de velours et 50 beaux rangelots. Les paradoxes de Charles Étienne, édition de 1554, page 103, dans la 17e déclamation intitulée Pour le bastard. Et quant aux choses insensibles, vous trouverez que ce nom de bastard est baillé au baston de guerre et instrument d'excellence, comme chose grande entre les autres. Témoin l'épée, l'arbalète ou la coulevrine bâtarde, et autres qui seraient longs à raconter. Il pourrait y joindre encore la grande voile qu'on nomme aussi bâtarde. L'épée bâtarde est donc une grande épée, et je pense qu'on lui a donné ce nom comme bâton par excellence. Autrefois on nommait bâton tant les épées que les armes à feu, qui dans les ordonnances ont encore retenu le nom de bâton à feu. Alors voilà pour une première idée, une première source. Donc oui, l'épée bâtarde est déjà connue en 1750, on en parle, sous Rabelais on en parle aussi. Sous le fait que c'est une épée grande, de grande taille. On ne pourra pas dire que cette source veut tout dire, mais je n'ai pas que ça sous la main, et nous allons voir la suite. Maintenant nous allons voir une source qui est un recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, contenant la notice des principaux monuments des Mérovingiens, etc., édité entre 1821 et 1833,
Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit texte qui nous expliquait un petit peu l'équipement des hommes d'armes, hein. Et aussi que l'homme d'armes soit armé ainsi qu'il appartient et son coustilleur soit armé de corsets petits, de garde-brasses petits, gantelets, salades et gorgeries, épées de passeau, glavios, et de cette manière sont passés tous ceux qui sont de la grande ordonnance, etc. etc. Alors on voit deux petites annotations, un et deux. Alors épée de passeau, que l'on nommait aussi épée bâtarde selon Bréquigny, et le glavio, une sorte de dague et de poignard. Alors là aussi encore on a ce terme qui ressort d'épée bâtarde. Alors là maintenant nous avons affaire à une source qui est une leçon orale de clinique chirurgicale faite à l'Hôtel-Dieu de Paris entre 1832 et 1834. Et là aussi on a une petite liste d'armes, bon, vous pourrez voir sur l'image si vous voulez lire plus loin, hein. Mais ce qui nous intéresse c'est la bâtarde, épée droite, sorte de demi-espadon. Encore une fois ce terme revient. On peut voir après qu'il y a d'autres, voilà, il parle d'autres armes, hein. Bon, ça après, ce sera d'autres sujets de recherche si ça en porte la peine. Alors là, désormais, une petite contradiction qui pourrait apparaître. Donc c'est par rapport toujours à cette histoire d'épée de passeau. Donc cette source est le dictionnaire de l'armée de terre ou recherche historique sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes, édité entre 1841 et 1851 par monsieur Coréard, et qui nous explique que le passeau, donc mot dont l'étymologie n'est pas connue, nous supposons que c'était une arme à manche. Villon, dans ses poésies, en parle comme d'un poignard. Autrefois, l'infanterie et les francs archers portaient une épée de passeau ou une épée bâtarde. C'était, si l'on en croit le Duchat, une grande épée. Et là, en fait, on va le voir petit à petit au fur et à mesure, c'est que on va apparaître le fait que le terme de bâtard, pour une arme, veut dire plutôt un état intermédiaire entre deux tailles. En gros, vous allez avoir la dague et l'épée seule, normale, on va dire, classique. Et puis entre deux, vous allez avoir une arme plus ou moins plus grande que la dague, mais plus petite que l'épée, et qui sera bâtarde, elle sera un peu des deux. Et on va retrouver ensuite entre l'épée normale à une main et l'épée à deux mains, ou l'espadon, hein, une arme qui sera entre les deux tailles, qui sera aussi une épée bâtarde. Et c'est ça en fait que le terme va vouloir essayer de nous expliquer, c'est que quand on va nommer une arme bâtarde, c'est qu'elle est entre deux zones, elle est entre deux catégories de taille, on va dire. Et donc ce terme existe en fait depuis vraiment longtemps. Et qu'est-ce que c'est qu'un bâtard? C'est le mélange entre deux familles à l'époque. Et voilà, une épée bâtarde, ça va être une arme qui est ni dans un style ni dans un autre, elle est entre deux. Et c'est ce qui en fait un petit peu sa spécificité, elle est bâtarde parce qu'elle est entre deux. En tout cas, ce qui est bien loin de l'idée que c'est Donjons et Dragons qui a inventé l'idée, puisque déjà sous Rabelais on en parle, c'est l'idée de bâtard pour une arme existe. Donc c'est pas une invention moderne de geek, hein. Mais ça par contre, il faut pour pouvoir le dire, il faut quand même passer un petit peu de temps faut chercher un petit peu, hein. Faut pas seulement écouter ceux qui se posent en experts ou qui veulent, qui ont fait des recherches mais pas forcément sur le terme et qui, vu qu'ils n'ont pas cherché dessus, ils savent pas forcément. Là, je veux dire, c'est écrit, hein. On pourrait effectivement aller plus loin, oui, mais... En tout cas, le fait de dire que l'épée bâtarde, le terme d'épée bâtarde, est antérieur à la création de Donjons et Dragons, vrai, ou alors Donjons et Dragons a été créé sous l'époque de Rabelais. Ce qui peut être intéressant aussi, hein. C'est un des premiers jeux de rôle le plus ancien du monde peut-être. Alors maintenant nous allons avoir comme source une histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France, par Théodore de Bèze, édité en 1841-1842. Cet assaut dura 4 bonnes heures auxquelles rien ne fut oublié, jusqu'à combattre à coups de coutelas avec telle ardeur qu'il y en eut de ceux de dedans qui sortirent hors la brèche poursuivant leurs ennemis, et jusqu'à une femme qui fit merveille avec une épée bâtarde. Cependant on donnait l'escalade d'autre côté, en laquelle les assiégeants ne gagnèrent aussi que des coups, etc. etc. Encore une fois, le terme d'épée bâtarde apparaît bien avant l'invention du jeu de rôle Donjons et Dragons, hein, donc ce mot n'est pas volé, je pense. Alors quand on regarde la source un peu plus,
L'auteur du texte, donc Bèze Théodore, hein, date de 15, il est né entre 1519 et 1605. Et donc ce qu'on lit là, c'est une réédition en fait, d'après ce que j'en comprends. Réédition entre 1841 et 42. Donc le terme d'épée bâtarde, que là on est dans un français assez moderne, assez compréhensible, mais en fait il est beaucoup plus vieux. Et vu qu'il date du 16e et début 17e siècle. Donc encore une fois, ce terme d'épée bâtarde, comme je vous le dis, est vraiment ancien et il ne faut pas sous-estimer sa portée réelle dans le monde des armes. Nouvelle source, cette fois, c'est l'étude des armes, 3e édition, par le chevalier Xylander. Ouvrage traduit de l'allemand Herbelot. Revue complétée considérablement, augmentée et suivie d'un vocabulaire des armes par le traducteur. Donc là non plus, on n'a pas affaire à des gens qui savent pas de quoi ils parlent non plus, quoi. Et ça, c'est édité en 1847. Alors effectivement aussi, on pourrait me dire, oui, mais au 19e siècle, ils disaient n'importe quoi, ils inventaient tout, ils savaient pas de quoi ils parlaient. Ben, si on considère qu'au 19e siècle, ils disaient des bêtises et qu'il faut pas en prendre compte, alors ben, il faut prendre en compte jamais aucune époque, parce que rien que là, pour notre époque à nous, vu le nombre de conneries qui sont débitées entre les pseudo-reportages scientifiques, les pseudo-scientifiques et tout ça, ben c'est bon, notre parole est totalement discréditée aussi. Donc, rayer totalement le 19e siècle d'objets d'études parce que certains ont pu se tromper ou inventer, ça arrive, hein, ben c'est vraiment être hypocrite par rapport à ce que nous faisons nous-mêmes. Enfin bref, là, ce qu'on peut dire, c'est que bâtarde, c'est une épée droite, une sorte de demi-espadon. Encore une fois, on retombe un peu quand même sur ce qu'on connaît. Hein. Au final, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors maintenant, nous sommes face à une source très intéressante qui s'appelle Le Constitutionnel, un journal du commerce politique et littéraire, édité en 1865, le 18 octobre 1865 très exactement, et qui nous parle d'une arme de collection. Après l'espada d'Italie, parlons de la Stecher de l'Allemagne. Celle-ci a son caractère bien tranché, elle est encore sérieuse de forme à la fin du XVe siècle, témoin la belle épée suspendue dans l'angle à gauche de la salle avant les Sangded. Elle a son fourreau, chef-d'œuvre du ciseleur de cuir de Nuremberg ou d'Augsbourg. Il est garni de son bouclage de suspension destiné à se prolonger d'un ceinturon très étroit, porté desserré et s'inclinant en diagonale d'une hanche à l'autre. Cette arme absolument intacte est de celle que l'on nommait épée bâtarde dans les nomenclatures des noms génériques de l'épée. Elle se portait point tout à fait à la lansquenette ni à la française, mais bien avec la ceinture, la haussant un peu par derrière. Elle était encore en usage du temps de Brantôme, qui, racontant le duel du sieur de Fandille, parle de l'épée bâtarde comme d'une arme suisse. Elle fut, avec l'espadon, adoptée par les joueurs d'épée. Celle que possède l'empereur a été rapportée de Vienne en 1812, etc., etc. On a quand même plus l'impression, suivant les textes qu'on peut retrouver, quand même, c'est que on est plus proche d'une épée bâtarde entre une épée à une main et une épée à deux mains. Voilà, une épée intermédiaire, comme je vous le disais auparavant, plutôt que le poignard, le long poignard, qui sera plutôt, lui, avec le nom d'épée de Passau, où j'ai vu un autre terme aussi qui s'appelait le franc-topin. Épée de franc-topin. Ça, c'était avec Superfab, avec qui j'en parlais, et il m'avait expliqué ce terme que je ne connaissais pas du tout. Donc, techniquement, le mot bâtard va, comme je vous l'ai dit, va aller entre la dague et l'épée seule, ou l'épée à une main, et de l'épée à une main à l'épée à deux mains. Hein, ça va être une zone intermédiaire, mais dans les faits, petit à petit, cette épée bâtarde va plutôt signifier une arme qui se situe entre l'épée à une main et l'épée à deux mains. Maintenant, nous allons avoir une nouvelle source très intéressante tirée des œuvres de Rabelais, avec des remarques historiques et critiques par Le Duchat et Le Moteux. Alors, Rabelais est né à la fin du XVe siècle, et l'édition de cette réédition, on va dire, date de 1875-1880, mais on va avoir quand même les termes de Rabelais qui sont rapportés dans ce livre, et il nous parle de l'espée bastarde. Plus haut déjà, au chapitre 23, sachez de l'épée à deux mains, de l'épée bâtarde, de l'espagnol, et livre 3, chapitre 25, Panurge lui donna, à l'allemand Eripa, une robe de peau de loup, une grande épée bâtarde, bien dorée à fourreau de velours. On avait déjà lu ce truc au début. Eh bien,
On appelait épée bâtarde celle qui n'avait point de nom certain, c'est-à-dire qui n'était ni française, ni espagnole, ni proprement lansquenette, mais plus grande que pas une de ces fortes épées. Les paradoxes de Charles Étienne, imprimés chez l'auteur en l'an 1554 dans la 17e déclamation, intitulée Pour le bâtard, et quant aux choses insensibles, vous trouverez que le nom de bâtard a été baillé au bâton de guerre et instrument d'excellence, comme chose grande, entre les autres, témoin l'épée arbalète et coulevrine bâtarde, et autres qu'il serait long à raconter. On a déjà lu cette chose, ça revient quand même. Il pouvait y ajouter la grande voile qu'on nomme aussi bâtarde. Voilà. L'épée bâtarde était donc un bâton de guerre plus grand et plus fourni que les autres bâtons de son espèce. Souvenez-vous de ce qu'il disait, c'est que l'on nommait bâton tout ce qui pouvait être une épée ou une arme à feu, ou un bâton. C'était un terme plutôt générique. Donc on a eu un petit glissement, après ça s'est changé, hein. Les choses évoluent, le langage évolue avec le temps, c'est tout à fait normal. Mais on en revient toujours à cette idée que l'épée bâtarde est quelque chose de flou un peu dans sa dénomination. Donc quand même, 1554, on est un peu avant Donjons et Dragons. Et une nouvelle fois, nous retrouvons Rabelais dans le livre Gargantua. Donc là, on est sur une réédition en 1883, mais on reste quand même sur les propos de Rabelais. Et on nous explique la routine, Rabelais nous explique la routine d'entraînement de Gargantua. Un autre jour, il s'est exercé à la hache, laquelle tant bien croulée, tant souplement avalée en taille ronde, qu'il fut passé chevalier d'armes en campagne et en tous essais. Puis il branlait la pique, saquait de l'épée à deux mains, de l'épée bâtarde, de l'espagnol, de la dague et du poignard, armé, non armé, au bouclier, à la cape et à la rondelle. Vous voyez qu'une fois encore, l'épée bâtarde ressort dans les propos de Rabelais, ce qui ne veut pas rien dire. Et puis surtout, on s'aperçoit que Gargantua fait de la polytechnique à la française, car il manie toutes les armes, armé ou non armé, ou au bouclier, ou à la cape, ou à la rondelle, il sait tout faire. Et là, une fois de plus, ça ne va que dans notre sens de ce que nous défendons ici à l'Amicale des Arts Martiaux Français, c'est que la tradition française des armes, hein, ce n'est pas être un spécialiste, mais c'est bien d'être un polytechnicien. Merci Rabelais, encore une fois, de nous soutenir dans notre odyssée de protection, de sauvegarde de la tradition martiale française. Maintenant, nous allons voir une source belge, le catalogue des armes et armures, écrit par monsieur Van Vickeroy, hein, édité en 1885. Voilà, effectivement, c'est une source encore du 19e siècle, mais est-ce que les Belges sont aussi mauvais que les Français du 19e siècle quand il s'agit des épées? Je ne sais pas. On va voir ce qu'il nous dit. Les piétons, dès le 14e siècle, portaient une épée bâtarde dont la lame à deux tranchants n'était ni courte ni longue, ou bien encore le glaive en forme de cimeterre dit Coustio de Turquie ou Baudelaire. Comme leurs mains n'étaient pas, comme celle du cavalier, garantie par un gantelet de fer, leur épée fut pourvue de bonheur de quillons recourbés en Z, l'un parallèle à la poignée, l'autre en sens inverse. Voilà, alors peut-être qu'il ment, hein, peut-être qu'il ment éhontément, on est au 19e siècle, c'est tous des menteurs, hein, vous le savez très bien, les sources 19e sont voilà, c'est la lie de l'histoire, hein, tout le monde le sait bien. Alors, nouvelle source, hein, cette fois c'est la Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, tome 16, par une société de savants et de gens de lettres. Oui, mais messieurs, vous êtes du 19e siècle, vous êtes des tocards. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est la vie. Mais on va quand même lire ce que vous dites. Hein. Et donc, c'est édité en 1885-1902. Les auteurs... Bon, c'est une compilation d'auteurs. Donc il y a plusieurs... c'est des savants. Hein. Mais nous allons quand même lire ce qu'ils nous ont écrit. Le nom d'épée bâtarde, si vague qu'il soit, peut s'appliquer d'une façon générale à ces grandes épées de gens de pied, sorte de demi-espadons, pouvant se manier à une ou deux mains, et dont la garde est formée de quillons et d'anneaux de côté, parfois obturés par des coquilles. Toutes les lames de ces épées sont longues, rarement elles atteignent moins de 1 mètre, non compris la poignée qui mesure toujours au moins 20 cm. Assez étroites, ces lames sont légères, allégées encore par des cannelures, qui leur donnent de l'élasticité. Les pommeaux d'acier massif ont toujours un certain poids pour faire équilibre à la lame. Ils sont en forme de vase, d'oignon, de pommes de pin, de poire, de tronc de cône, polygonaux arrondis, ovales, mais la forme en disque des époques précédentes a disparu sans retour. Alors là, dans cette source, c'est intéressant puisque on a l'autre vision de l'épée bâtarde, c'est celle qui est beaucoup plus courte, qui est entre la dague et l'épée à une main. Donc c'est le dictionnaire de la langue française, édité en 1886. Et ils nous disent qu'à l'épée bâtarde, épée dont la lame était large et plus courte que celle de l'épée ordinaire des hommes d'armes. Donc on est plutôt plus proche de l'idée de l'épée de Passau. On
Donc vous voyez qu'avec un seul même terme, on peut désigner deux types d'armes, deux objets. Et parce que le mot bâtard, ça signifie un état entre deux états, et puis voilà. Après, le truc de la langue française, c'est que pour le même mot, vous pouvez avoir plusieurs significations, plusieurs contextes associés, et donc ça peut changer radicalement le sens du terme. Hein. Je l'ai vu dans d'autres recherches donc, que j'ai accomplies actuellement, là, et que vous allez voir que un mot spécifiquement dédié au monde de l'escrime peut avoir deux sens radicalement différents suivant le contexte où il va être employé. Ah, et enfin, la dernière source que je vais vous montrer pour cette vidéo, cette fois c'est le bulletin de l'art pour tous, encyclopédie de l'art industriel et décoratif, édité en 1892, le 1er mai 1892 très exactement. Et là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh bien, les fantassins suisses portaient une épée plus grande, le demi-espadon ou épée bâtarde. La lame large, longue et plate, à deux tranchants, à sa pointe arrondie ou retaillée en ogive, la garde est formée d'une large coquille plate en losange arrondi, ourlée d'un cordon saillant et repercée de trous qui l'allègent. Les quillons sont fournis par les extrémités des cordons et continuent la coquille. La fusée, longue, terminée par un lourd pommeau, indique une arme pouvant être maniée à deux mains. La longueur moyenne de ces épées, les Schwert, Montante, épée bâtarde, demi-espadon ou sword, est de 1,25 m. Il ne faut point confondre cette arme avec la grande épée à deux mains, la Zweihänder ou la Spadone, dont les Allemands et surtout les Suisses se servirent du XVe au XVIIe siècle. Celle-ci atteint souvent d'énormes dimensions, égalant la hauteur de l'homme. Sa lame, toujours ronde du bout, à deux tranchants et parfois ondulée, flamboyante, vieux mot flamberge ou flamard, est présente à son talon deux saillies au rayon ou arrêt, situés à un pied environ de la garde, formés de deux longs quillons très massifs, parfois compliqués de deux anneaux de côté, et s'abaissant le plus souvent légèrement vers les tranchants. Là, ça va partir plus sur l'épée à deux mains. Mais en gros, une fois de plus, voilà, cette histoire d'épée bâtarde, on est sur 1,25 m. Alors, c'est ce que souvent on peut retrouver cette dénomination sur et la taille, par exemple, sur le longsword. Ça me fait penser à la longsword, parce qu'effectivement, elle fait, de mémoire, elle fait entre 1,20 m et 1,30 m. Eh bien, ce serait le vrai nom pour l'épée française, ce serait l'épée bâtarde. Ce qui est intéressant, là, cette fois, cette source qui nous donnerait donc un nom autre que l'épée longue, parce que pour ma part, j'ai fait aussi des recherches, toujours sur Gallica, et j'ai trouvé que épée longue, ça ne correspondait pas à grand-chose. Par contre, longue épée, ou épée de longueur, ça correspondait à un objet en particulier, et ce n'était pas un objet de taille, mais plutôt plus proche de l'estoc. Et nous ferons aussi une petite recherche sur l'estoc, si le cœur vous en dit. Maintenant, je vous propose de regarder comment on peut se servir d'une épée bâtarde, comment vous pouvez vous amuser avec une épée bâtarde pour le maniement à la française, et je vous retrouve tout de suite dans l'atelier du Capitaine France. Allez, c'est parti. Bien, maintenant que nous avons utilisé le peu de cervelle dont nous disposons, nous allons voir un petit peu comment est-ce que l'on pourrait imaginer, inventer, affabuler le maniement d'une épée bâtarde, de type entre l'épée à une main et l'espadon, une épée bâtarde, pour la manier, sans avoir forcément à aller regarder de ce que pratiquent nos amis germains, ou nos amis espagnols, ou nos amis italiens, ou que sais-je d'autre, et en se basant donc sur une tradition française. Mais dans cet exercice de reconstruction, je l'assume totalement, c'est la reconstruction de ce que je vais vous montrer là, et bien dans cet exercice, je vais vous proposer de tenter de faire un maniement de l'épée bâtarde à la française, en se basant expressément sur le traité de Philibert de Latouche, qui est un traité qui parle de pointe, mais aussi d'estramaçon, donc c'est-à-dire deux coups utilisant la taille, et on va utiliser un peu son système pour voir est-ce que ça peut marcher en utilisant une épée bâtarde ou pas. Alors, pour être bien d'accord par rapport à ce que je possède, malheureusement je ne possède pas tout, voilà une épée à une main par rapport à ce que je possède, voilà ce qui pourrait sembler être un espadon, c'est la version la plus longue que j'ai actuellement, et bien l'épée bâtarde va être celle-ci, celle qui est entre deux, entre l'épée à une main et mon espadon. Donc je vais choisir cette lame
pour faire les exercices. Donc reprenons un petit peu, si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas lu le traité de Philibert de la Touche, eh bien il se base principalement sur 4 gardes, la prime, la seconde, tierce et la quarte. Lorsque l'on est à l'épée seule, voilà comment se dégagent ces quatre postures, si on peut dire. La prime, c'est le pouce vers le bas et la pointe dirigée directement au visage de l'adversaire. La seconde va être plutôt au niveau du buste, au niveau de la gorge ou au niveau du buste. La tierce va être comme ceci, le pouce vers l'eau. Et la quarte, plutôt en arrière, avec le plat de la main, le dos de la main vers le sol et la paume vers le ciel, le pouce vers la droite si je suis droit. Et donc on est dans voilà en gros les quatre postures. Il y en a une cinquième qui déconseille, qui s'appelle la quinte, où cette fois-ci on est comme ceci, le pouce vers le bas de l'autre côté, mais il la déconseille, donc on va suivre les conseils de Maître Philibert. Donc si je reprends mon épée bâtarde en disant qu'on peut l'utiliser à une main, on va avoir le même principe. Donc je suis ici, le pouce vers le bas pour ma prime, le pouce vers la gauche pour ma seconde, le pouce vers le haut pour la tierce, et le pouce vers la droite pour ma carte. Maître Philibert nous parle d'estocade et d'estramaçon. Donc l'estocade, c'est les coups de pointe. Donc effectivement, là, vous pouvez voir que la pointe n'est pas effilée parce que c'est une arme faite pour le spectacle. Il y a des règles quand même. Mais on pourrait très bien s'amuser à voir comment ça va se passer si je suis à une main comme ceci. Alors on va essayer de garder un petit peu la posture comme si c'était de l'époque de Saint-Guillier. Comme ceci, je vais me fendre pour venir planter, oui, c'est pas mal ici. Je fends pour venir planter, oui, c'est pas mal. Pour la tierce, il déconseille d'attaquer à la tierce tout simplement parce que l'épée ne couvre aucun angle, mais on va rester à la carte pour venir ici, et voilà, ça passe aussi. Maintenant, si je passe à 2 mains. Alors, là, on s'aperçoit que ma posture est vraiment désagréable. Par contre, si je passe en fausse garde, comme ceci, pour la pointe, en prime, ça passe pas si mal. Maintenant, si je suis ici en seconde, ça passe pas si mal non plus. Pour la tierce, comme il l'a expliqué, et je vous laisserai le découvrir si vous êtes assez curieux, il explique qu'il ne faut pas attaquer. Pourquoi? Parce que l'épée ne couvre pas à une main, il est logique qu'elle ne couvre pas à 2 mains. Maintenant, si je veux chercher la carte, là, je m'aperçois que mon corps n'est pas forcément bien aligné. Donc si je rebascule en vraie garde, tout se passe bien, ça va mal, et si je fends, ça se passe bien aussi. Donc pour ce qui est de l'aspect estocade, on peut très bien calquer les principes d'estocade de Philibert sur l'épée bâtarde pour jouer d'estocade, pas de problème. Maintenant, qu'en est-il des coups de taille ou des coups d'estramation? Philibert nous explique que d'une posture à une autre, il y a un coup d'estramation qui est affilié, on va dire, qui, ou du moins, on peut commencer dans une garde pour en finir dans une autre. Par exemple, le faux montant. Le faux montant, je pars ici de ma garde de tierce pour venir chercher en prime. Donc si j'étais hors distance, et je viens chercher de suite en prime au visage. Alors ça fait un coup d'estramation se terminant par une pointe, vous allez me dire c'est pas possible. Et là aussi, je vous conseille de lire Philibert de la Touche, il explique très bien que coup de pointe et coup d'estramation sont liables dans une même attaque. Maintenant, on va faire le fendant. Le fendant, c'est le fait de frapper du haut vers le bas. Donc, je suis ici, et je viens chercher à fendre, et je me retrouve là aussi en tierce après avoir fini mon attaque. Ça passe. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des coups horizontaux? Eh bien, là aussi, il donne des dénominations. Donc, faux montant pour monter, fendant pour descendre, renvers ou revers pour partir de la gauche vers la droite, comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je suis en tierce, je pars par une carte pour la taille, d'accord? Et je termine en seconde en venant frapper au visage. Si je suis un peu trop loin ou que mon adversaire s'est fendu, j'ai dégagé, et je viens chercher ici, et je me retrouve en garde de seconde, d'accord? Je pourrais basculer en prime, pour revenir en tierce. Donc, le principe de partir de la gauche pour aller vers la droite,
pour frapper en me retrouvant en seconde, ben, ça marche aussi. Je vois pas de problème. Et maintenant, voyons voir sur le main droit, c'est-à-dire le fait de frapper de la droite vers la gauche. Et bien là, je vais partir, par exemple, toujours pareil, de ma tierce, ma garde. La tierce, si vous voulez, c'est sa garde centrale, c'est ce qui permet d'aller le plus vite aux trois autres. Parade en seconde, avancée, en carte, et je viens de frapper d'Estramaçon en carte. Si j'étais hors distance, parade, frappe et je reviens. Ou carrément, parade, frappe d'Estramaçon, fini d'une pointe en carte. Et là aussi, ça passe très très bien, ça passe nickel. On peut effectivement, pour commencer à apprendre un petit peu le maniement de l'épée à française, de l'épée longue française ou de l'épée bâtarde française, eh bien on peut très très bien s'appuyer sur les traités, même plus tardifs. Tout simplement pourquoi? Et tout simplement parce que l'escrime française, les arts martiaux français en général, sont une tradition continue. Lorsque Philibert écrit son livre, il n'invente pas sa méthode. Il l'actualise. Et je suis très 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 sérieux sur le sujet. Il actualise sa méthode en fonction de ce qu'ont fait ses prédécesseurs, ses formateurs, ses maîtres anciens, par rapport à leur contexte de l'époque, qui eux-mêmes ont adapté, modernisé, mis à jour par rapport à leurs formateurs qui avaient un autre contexte. C'est ainsi qu'en fait, et c'est vraiment génial à lire, je vous conseille vraiment, lisez les traités. Lorsque l'on part de Péloquin, on passe à Saint-Didier, on passe à Dancy, on passe à Philibert de la Touche, et ensuite on termine par le capitaine de Bast, ou on peut passer aussi par Texier de la Boëssière. Et bien en fait, c'est une ligne tendue. Donc en fait, les principes que Philibert de la Touche nous explique tant à l'estocade que à l'Estramaçon, eh bien en fait, ne sont qu'une actualisation par rapport à son histoire, à lui, à son contexte, par rapport aux armes de son temps, par rapport à une méthode qui est beaucoup plus lointaine, hein, et qui descend en droite ligne de l'époque médiévale. Il n'y a pas de cassure entre les époques. Il y a une continuité, il y a une adaptation au contexte. Autrement dit, l'épée dague, comme l'avait expliqué Adolphe Corté, eh bien, l'épée dague est une adaptation en son temps de l'épée à l'écu. Donc, quand on comprend le principe de l'épée dague à la française, on a déjà les premières pistes de compréhension du combat à l'épée et à l'écu français, qui précède d'avant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en ajoutant, en lisant les sources, en croisant, en cherchant, en essayant de comprendre entre les contextes, les auteurs et les méthodes de combat, on arrive grossièrement au début, puis on affine, à avoir une idée très très précise de ce à quoi nous avons affaire. Donc voilà, vous voulez vous lancer un petit peu dans l'épée longue à la française, vous voulez vous lancer dans l'épée bâtarde, vous voulez lancer dans l'épée tout simplement, lisez les traités. Maintenant, si vous voulez apprendre les arts martiaux français chez vous, alors que vous n'avez pas de club, ou vous connaissez personne qui a plus d'expérience que vous pour vous aider à apprendre, il ne vous reste qu'une seule solution, hein, c'est de vous abonner à ma chaîne privée Patreon. En effet, pour 12 € par mois, vous aurez accès à plus de 200 cours qui vous expliquent par le menu détail comment apprendre les bases des arts martiaux français de chez vous, et peut-être même voir pour créer votre petite épicerie, votre petit club, voilà, un petit groupe qui vous pourrez apprendre à plusieurs après. Donc voilà, vous voulez apprendre des AMF? Moi je vous propose la chaîne Patreon, à vous de voir. Mais continuons. Voilà, allez, je vous fous la paix maintenant, il est temps pour vous sûrement d'aller vous entraîner, d'aller vous amuser. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes la culture. Et amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine.